Bonjour, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de votre présence à cette émission. Nous sommes le vendredi 24 juin 2016. Nous sommes à 2 jours de la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. Notre employé de cette journée, nous sommes ici dans les locaux de ACAT, qui est par définition l'action chrétienne pour l'abolition de la torture. Nous avons pour inviter M. Wenzel Assoua, responsable ACAT, cellule Cocody. À côté de lui, nous avons M. Ndegwabou Théodore, membre du conseil d'administration de MDH. MDH, le mouvement ivoirien de la droite. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci d'être présent. Je vais présenter brièvement les deux structures que vous gérez. L'ACAT, qui est par définition l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. L'ACAT Côte d'Ivoire a été officiellement créée en 1993. Elle a été régulièrement déclarée sous le numéro 373 du 10 3e mois 93 au ministère de l'Intérieur. Elle est membre de la FIACAT, qui est un statut consultatif à l'ONU et au Conseil de l'Europe, et à le statut d'observateur à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. La Côte d'Ivoire mène, conformément à son mandat, des actions de sensibilisation, de plaidoyer, des enquêtes, des visites dans les prisons et répond à des urgences, défend auprès des tribunaux ivoiriens et des organes de contrôle des conventions auxquelles la Côte d'Ivoire est partie. Les victimes de torture et de mauvais traitements, elle soumet également devant les mécanismes internationaux les rapports sur la situation de la torture et des mauvais traitements. Voilà un brièvement présenté la CAS. Nous avons aussi présenté le MDH, Mouvement ivoirien des droits de l'homme, organisation non gouvernementale de promotion et de défense des droits humains, créée le 8 octobre 2000. En collaboration avec l'Organisation mondiale contre la torture, basée à Genève, qui fête cette année son 30e anniversaire. Voilà ainsi présenté les deux structures. Nous allons parler un peu du contexte de ce qui nous réunit cet après-midi. La Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants a été ratifiée par la Côte d'Ivoire le 18 décembre 1995. L'article 3 de la Constitution ivoirienne du 1er août 2000 dispose que sont interdits et punis par la loi l'esclavage, le travail forcé, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliant, la torture physique ou morale. La torture est donc prohibée en Côte d'Ivoire. Cependant, elle n'est toujours pas définie et criminalisée de manière autonome par le droit pénal. Ainsi, faute d'incrimination, les auteurs de ces actes, même identifiés lorsqu'ils sont poursuivis, ne sont sur les chaînes d'inculpation moins graves, favorisant ainsi l'impunité. En conséquence, les victimes de torture ne peuvent obtenir ni justice ni réparation conformément à l'article 14 de la Convention contre la torture. En outre, la Côte d'Ivoire n'a pas fait la déclaration en reconnaissant la compétence du comité contre la torture pour examiner les plaintes de particuliers comme le prévoit l'article 22 de la Convention. Du coup, les victimes de torture sont sans recours, tant au plan national qu'international. Pourtant, la Commission nationale d'enquête a relevé pendant la seule période post-électorale 296 cas de torture ayant entraîné la mort, 1354 cas de torture et 1135 cas de traitement cruel, inhumain et dégradant. D'autres enquêtes montrent que la torture et les mauvais traitements sont une pratique encore largement répandue, y compris la Côte d'Ivoire. C'est une situation d'injustice qui demande une mobilisation pour y mettre fin. C'est la raison pour laquelle l'ACAT Côte d'Ivoire, Amnesty International, section Côte d'Ivoire, le MDH avec la participation d'un membre international, section Côte d'Ivoire, d'un membre international du ministère des droits de l'homme, qui n'est pas là, et des autorités publiques, organise ce débat qu'il souhaite le plus largement diffuser. Donc, du point de vue de cette situation, comment chacun définit la torture? Qu'est-ce que la torture selon vous, monsieur le MDH? Bien, merci beaucoup, monsieur. Peut-être pas de mon point de vue, mais ce que je pourrais dire, c'est que, comme une première définition de la torture, nous pouvons indiquer que
c'est lorsqu'une douleur est volontairement dirigée contre un autre individu. Et au regard de cela, il faut dire qu'il y a la Convention contre la torture que vous avez énumérée tout à l'heure, qui, en son article 1er, définit assez largement la torture. Mais ce qu'on peut retenir au regard de la Convention contre la torture, c'est que pour évoquer la torture, bien entendu, au regard de la Convention, il faut qu'il y ait plusieurs éléments. Des éléments qu'on pourrait qualifier de cumulatifs parce qu'ils vont ensemble. Notamment, il faut qu'il y ait une douleur et que cette douleur soit aiguë. Et que cette douleur peut être physique ou mentale. Il faut également qu'il y ait l'intention de donner cette douleur. Il faut également qu'à cette douleur, il y ait une finalité. Pourquoi est-ce qu'une autre personne exercerait des souffrances aiguës ou des douleurs assez fortes sur un autre individu? Donc la finalité. C'est-à-dire, ce peut être pour obtenir soit des aveux, soit pour punir la personne, ou même soit simplement pour intimider ou avilir l'autre. Mais il y a également un dernier élément. C'est l'élément qui est relatif à la qualité de la personne qui exerce cette douleur. Il faut que, comme nous le dit la Convention, il faut que ce soit un agent étatique ou un agent assermenté, mais qui relève de l'État. C'est ce que je peux dire en quelques mots sur la définition de la torture. Monsieur Sassas. Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire mon frère du MIDH, mais j'aimerais dire qu'aujourd'hui, la définition de la torture a plus ou moins évolué parce qu'on parle de ces 4 critères cumulatifs-là, mais concernant la dernière condition d'agent étatique ou bien de fonctionnaire, on ne s'arrête pas forcément là parce qu'aujourd'hui, la jurisprudence assimile la qualité de fonctionnaire ou d'agent étatique des groupes organisés. On a connu en Côte d'Ivoire, où on peut parler de l'Afrique tout entière, il y a eu des rébellions organisées, ou bien il y a eu des conflits interethniques, il y a eu des guerres civiles. Dès que nous sommes en présence d'une structure, une rébellion ou bien d'un groupe armé qui contrôle une partie d'un territoire et qui exerce son autorité, on peut assimiler cela à des agents étatiques de parler de torture. Donc c'est ce que mon confrère du MIDH a dit. Ça, c'est les critères cumulatifs de base selon la Convention. Aujourd'hui, la jurisprudence a essayé d'étendre cela parce que nous allons vers différentes formes de violation des droits de l'homme. Donc, il fallait essayer d'inclure cela. Différence entre torture et mauvais traitement, on peut dire que pour parler de torture, il faut qu'on ait les 4 critères dont vient de parler mon confrère du MIDH. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des douleurs ou souffrances aiguës, qu'elles soient physiques ou mentales. Il faut qu'il y ait l'intention. Il faut qu'il y ait la finalité, comme il vient de le dire, c'est-à-dire c'est de punir, soutirer des aveux ou intimider. Il faut aussi la dernière condition, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois fait par des agents étatiques ou, comme j'ai dit, par extension, la jurisprudence essaie d'assimiler ça à des groupes armés. Mais quand nous ne sommes pas dans ces cas-là, on peut parler de mauvais traitements. On peut parler de mauvais traitements, ce sont des traitements ou bien des douleurs de type particulier qui sont infligées à certaines personnes. On peut étendre cela. Quand on veut parler de traitement dégradant, là c'est pour humilier quelqu'un. Mais dès qu'on n'a pas ces critères cumulatifs là, on ne peut pas parler d'acte de torture. Quand on a ces critères cumulatifs, ces 4 critères, on parle de torture et dans les autres cas, on parle de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Vous qui êtes dans ce domaine, nous sommes depuis 2002 la crise intelligente et vous parlez tout à l'heure des agents étatiques qui doivent aller dans ce sens. Vous pensez que cela est fait sur le terrain? Bon, on peut dire que ça, je pense que ça va de soi, comme on dit, c'est un truisme parce que nous avons connu le cas en Côte d'Ivoire. Le pays était divisé en 2 parties. L'État doit agir, mais l'État ne pouvait plus agir. Mais il y avait une autre autorité qui agissait de l'autre côté. Vous voyez, par exemple, on a connu plusieurs guerres ethniques en Afrique, on a connu plusieurs conflits. Dès qu'il y a une partie qui contrôle un territoire, on ne va même pas chercher à savoir si l'État devait le faire ou pas. Mais dès qu'il y a une autorité qui est établie, que ce soit l'autorité de l'État ou une autre autorité, un de ces éléments qui a cette autorité-là agit dans le sens de remplir les critères, les 4 critères cumulatifs qu'exige l'article 1er de la Convention contre la torture, on parle déjà d'acte de torture. Vous aviez indiqué que assurer la sécurité des citoyens
relève d'une prérogative de l'État. Donc l'État a le devoir d'assurer la sécurité de ses concitoyens. Une fois qu'on constate une défaillance, donc on constate aussi, on peut tirer la conclusion de ce que l'État n'a pas été à la hauteur. Donc en l'espèce, pour amener cela au cas de la torture, on peut évoquer dans un cas ou dans l'autre, comme il a indiqué, des cas de torture, mais qui relèvent, comme il a dit, de groupes armés, de groupes constitués. Et je crois que tout à l'heure, je vais, excusez-moi de revenir en arrière, concernant la question, concernant la différenciation entre torture et mauvais traitement. Moi, je pense qu'on ne pourrait pas faire une distinction assez juste, mais il faut dire que la Convention contre la torture elle-même fait une distinction entre torture, traitement cruel, traitement dégradant. Mais toute la torture, le traitement cruel, le traitement dégradant, on regroupe tout cela sous le vocable de mauvais traitement. C'est juste ce que je voulais ajouter à ce lettre. Oui, monsieur, tout à l'heure, vous avez dit aujourd'hui le pays est quand même réunifié et tout va bien, je vais dire. Mais on a l'impression qu'il y a certaines choses qui continuent. Aujourd'hui, dans les prisons, il y a certaines personnes qui sont amenées. Vous avez dit que le pays, il y a une autorité quand même dans ce pays. Mais pourtant, les choses continuent. Quelle action vous menez concrètement? Il faut dire que l'ACAT travaille sur des projets. Quand vous prenez même la définition de l'ACAT, on parle d'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Nous travaillons sur des projets, notamment la détention préventive abusive, qui est l'un des projets sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Pour cela, nous allons dans les prisons pour essayer de sensibiliser tout le personnel pénitentiaire et nous allons même vers les prisonniers. Tout cela, c'est pour leur faire connaître leurs droits et faire connaître au personnel pénitentiaire qu'ils ne doivent pas torturer ceux qu'ils ont sous leur garde. Donc c'est ce que nous faisons aussi. Il y a du lobbying qui est fait. Nous nous rappelons que tout récemment, il y a eu la mort d'un célèbre gangster qu'on appelait Yakou le Chinois. L'ACAT a produit une déclaration parce que pour l'ACAT, ce n'était pas normal. Pour l'ACAT, ce n'était pas normal que quelqu'un soit en prison et que le personnel pénitentiaire puisse aller accomplir de tels actes. Aussi, il faut remarquer qu'il y a non seulement le lobbying qui est fait auprès des autorités, nous avons des rapports que nous soumettons. Nous avons les rapports que nous soumettons à la Commission africaine des droits de l'homme, les rapports que nous soumettons au Comité des droits de l'homme, les rapports que nous soumettons au Comité contre la torture. Donc il faut dire que c'est tout cet ensemble d'actions-là qui permettent à l'ACAT de pouvoir essayer de prévenir les actes de torture. Parce qu'on peut dire que nous étions dans une situation de crise, mais aujourd'hui le pays est vraiment réunifié. Mais si cette convention-là existe, c'est parce que la torture, elle est de tout temps, elle est de toute époque. Qu'on soit en période de guerre ou on soit en période normale, la torture existe. Donc voici un peu brièvement exposé les actions de l'ACAT pour prévenir la torture, les traitements cruels, inhumains et dégradants. Oui, merci beaucoup. Nous n'avons pas au niveau du MIDH un tableau aussi fourni que l'ACAT, ça peut se comprendre parce que c'est maintenant que nous attaquons à ce champ de travail. Mais la question que vous posez est celle de savoir qu'est-ce qui pourrait motiver la torture. Je crois que tout à l'heure il a dit qu'il a souligné l'attitude des gardes pénitentiaires. On pourrait dire éventuellement que c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment formés, qu'ils ont recours systématiquement à la torture. Mais à côté de cela aussi, on peut dire que c'est parce que les techniques que nos policiers ou gendarmes ou autres forces de défense et de sécurité utilisent n'ont pas suivi l'air du temps, ne sont pas adaptés. Je pense que s'il y a beaucoup de formation à ce niveau, on peut voir les choses améliorées pour amener un présumé coupable à passer à des aveux. Mais pour ce qui est de ce que nous, MIDH, nous faisons en matière de torture, il faut dire qu'en décembre 2014 déjà, par la grâce de ce projet que nous conduisons avec l'Organisation mondiale contre la torture, nous avons organisé une consultation nationale sur la prévention de la torture avec plusieurs acteurs de la société civile et des parties prenantes assez importantes sur la Côte d'Ivoire. Nous avions dernièrement organisé un séminaire avec des avocats pour également parler de la question de la torture.
Et il n'y a pas plus tard que 2 semaines, nous étions encore avec une aussi, les parlementaires, pour parler de la question de la torture. Donc, de manière à passer, il y a une bonne à côté de cela, il y a les déclarations. Je disais que j'aimerais ajouter que dans le même ordre d'idée, l'ACAT est en train de travailler sur un projet qui déjà former toutes les forces de défense, et de sécurité de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la police, la gendarmerie et les militaires, afin de lutter contre la torture, c'est-à-dire afin de prévenir les actes de torture, parce qu'ils sont très souvent à la base de tels actes. Depuis 2015, la Côte d'Ivoire a ratifié la Convention contre la torture et pourtant, vous dites qu'il y a des actes de torture qui existent en Côte d'Ivoire. Avez-vous les preuves par part? Les preuves existent. Pour prendre ce qui est du MIDH, nous avions en septembre 2014 conduit une enquête pour essayer de relever des allégations d'actes de torture en Côte d'Ivoire. Nous avons pu sillonner plusieurs localités où des cas nous ont été relevés, que nous avons documentés, consignés dans un rapport. Et il faut dire qu'à côté de cela, on peut dire que ça c'est la voie de la société civile. Mais il y a également des rapports officiels qui existent. Par exemple, le rapport des Nations Unies qui existe, qui évoque les cas de torture en Côte d'Ivoire. Et un rapport assez intéressant, qui est celui de la Commission nationale d'enquête, qui a évoqué dans le rapport transmis au chef de l'État et publié les cas de torture. Pour revenir sur la question, ce qu'il a dit, c'est vrai, l'ACAT n'a pas de données matérielles comme cela. C'est vrai que dans nos différents projets, nous travaillons sur ces cas-là. Nous travaillons plus sur la détention préventive abusive. Nous n'avons pas encore consolidé ce rapport-là pour faire ressortir un tableau des cas de torture sur lesquels nous avons eu à travailler personnellement. Mais pour le moment, comme il a dit, nous nous basons sur les rapports d'enquête sur les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire survenus dans la période du 31 octobre 2010 au 15 mai 2011, publié en juillet 2012 de la Commission nationale d'enquête, qui indique que, parlant de torture et de mauvais traitements ayant entraîné la mort, nous avons 317 cas en Côte d'Ivoire. Donc on peut dire que c'est un rapport qui a été publié par tout le monde, le MIDH a cela, nous avons cela. Donc c'est une donnée officielle sur laquelle nous pouvons nous baser pour dire qu'il existe vraiment en Côte d'Ivoire des cas de torture. Selon vous, quelles sont les raisons de la pratique de la torture en Côte d'Ivoire? Les raisons, peut-être que tout à l'heure nous sommes passés assez rapidement dessus. Nous avons dit que c'est un moyen, la torture apparaît comme étant un moyen assez traditionnel et brutal pour recueillir des aveux. Voilà, c'est ce qu'on constate systématiquement. Les forces de défense et de sécurité ont recours à cette technique pour obtenir des aveux. Sinon, on peut, si les forces de l'ordre, dans leur configuration, peut intégrer toutes ces questions de formation, de technique, parce qu'aujourd'hui, la torture, elle est plus seulement que physique et morale, elle est aussi économique. Donc il faudrait s'adapter à l'air du temps aux techniques nouvelles pour pouvoir amener un présumé coupable à passer au grave. Donc ce que nous disons, c'est qu'il faut beaucoup de formation, il faut beaucoup de sensibilisation, il faut amener à d'autres actions, notamment la formation, nous insistons là-dessus, à un changement de mentalité sur la question. C'est d'autant plus vrai ce qu'il a dit que c'est pour la finalité, c'est pour recueillir des aveux de la personne à qui on fait subir de tels traitements et qu'il faille organiser des séances de formation. Voilà pourquoi tout à l'heure je parlais de l'ambition de l'ACAT. C'est un projet que nous allons soumettre bientôt à nos différents bailleurs, et de former nos différentes forces de sécurité et de défense afin qu'elles puissent mieux se comporter quand elles sont en présence de citoyens lambda, parce que nous remarquons que la plupart la catégorie de personnes qui est plus encline à ce genre de pratique, à la torture, au traitement cruel, inhumain et dégradant, ce sont nos forces de défense et de sécurité. Est-ce qu'un monsieur qui bat sa femme régulièrement peut appeler ça la torture? Pour parler de torture, moi je suis
faut cataloguer facilement. Nous avons 4 cas. Nous avons 4 conditions cumulatives. Un monsieur qui bat sa femme, est-ce qu'on peut appeler celui-là un cas de torture? On dit on doit avoir des douleurs ou souffrances aiguës, physiques ou mentales. On peut dire c'est une douleur ou une souffrance aiguë, elle est physique. Est-ce qu'on peut dire que c'est intentionnel? Soit il peut avoir envie de la battre parce qu'il voulait la battre. On peut dire que c'est intentionnel. Est-ce que l'objectif, l'aveu, c'est pour qu'elle, c'est pour tuer un aveu, punir ou pour l'intimider? Et puis on va demander, est-ce que c'est la qualité d'agent étatique et tout ça? Mais vous savez qu'il faut qu'on essaie de voir tous ces critères. Mais vous savez que dans des relations, dans un foyer, c'est une vie commune. C'est une vie commune que vous menez et puis avoir de tels comportements. Pour moi, il faut qu'on voit ces différents critères-là. Si ces critères sont respectés, parce qu'on ne peut pas parler de torture ex nihilo. On parle de torture en voyant les différents critères cumulatifs qu'on essaie d'appliquer aux différents cas en présence. Donc c'est sur ça que on a mis du MDH. Oui, bien sûr, je pense que c'est une question assez intéressante. Oui. Est-ce qu'une violence conjugale peut être qualifiée d'acte de torture? On va s'appuyer sur ce qui est écrit, comme il a dit. Si c'est au regard de la convention, on peut tout de suite dire que ce n'est pas un cas d'acte de torture. La difficulté aujourd'hui, où on ne peut pas vous répondre facilement, c'est parce que la Côte d'Ivoire n'a pas encore dans son ordonnancement juridique une définition assez claire de la torture. Il n'y a pas une définition autonome de la torture dans le droit positif ivoirien. Donc la violence conjugale ne peut, à l'état actuel, être qualifiée d'acte de torture. Si, à l'avenir, avec la révision du code pénal, les juristes ivoiriens décident d'intégrer un cas comme similaire comme étant un acte de torture, peut-être on pourrait qualifier cela d'acte de torture. Sinon, en l'espèce, ce n'est pas le cas de torture. Oui, bien, je veux rebondir sur la question. Je peux dire qu'en l'espèce, c'est pas. Bon, dans notre ordonnancement juridique, ce n'est pas un cas de torture. Mais quand on prend l'article 87 de notre Constitution, on dit que tous les accords internationaux ratifiés par la Côte d'Ivoire ont valeur de loi ici, c'est-à-dire que doivent être dans notre ordonnancement juridique. Je dis indirectement, la Côte d'Ivoire est partie à ce traité-là. La Côte d'Ivoire a ratifié la Convention contre la torture le 18 décembre 1995. Voici pourquoi aujourd'hui, il y a certaines ONG, on peut porter plainte devant le comité contre la torture ou devant certains organes internationaux parce que nous avons ratifié cela. C'est vrai que dans notre ordonnancement juridique interne, quand vous partez porter plainte pour torture comme cela, on va prendre le code pénal interne, ça ne pourra pas. Mais une fois qu'on a fini les voies de recours internes, on peut aller devant les organes internationaux où ça devient intéressant. Mais, comme l'a dit mon confrère du MEDH, il serait bon que le législateur ivoirien pense à inclure la torture dans notre ordonnancement juridique interne pour qu'on ne soit pas toujours obligé, devant des cas de torture, d'avoir des procédures longues, à la fois houleuses, pour arriver devant les juridictions internationales ou des organes internationaux et pour qu'on puisse directement sanctionner ces différents cas en Côte d'Ivoire. Ça me permet de me poser la question, je me dis à mon frère, comment s'est arrangé la Commission nationale d'enquête pour nous trouver 317 cas de torture, mauvais traitement ayant entraîné la mort, alors que dans notre ordonnancement juridique interne, ils n'ont pas pu faire cela. Je me dis qu'ils ont dû sans doute se baser sur la Convention contre la torture, notamment l'article. Oui, je pense comme vous que la Commission s'est basée peut-être essentiellement sur la Convention contre la torture pour définir, parce que ce sont des faits qui ont été portés à leur connaissance. Donc c'est au regard de ces faits qu'ils regardent si tel ou tel cas correspond à un cas de torture, un cas de mauvais traitement ou un cas de traitement qui est multigradé. Et en l'espèce, comme je le disais tantôt, même si on s'appuie sur la Convention, il n'y a pas de sanction qui va avec. C'est que la torture est élevée au rang de crime. Mais même quand c'est élevé au rang de crime, c'est dans une certaine fourchette au regard de la peine et puis au regard de la peine. Est-ce que à cette personne, on va lui donner combien? 10 ans, 20 ans, 30 ans? Et c'est ce vide-là qui n'est pas encore, c'est pas là que l'État n'a pas encore franchi au regard de la révision du code. C'est vrai qu'il y a dernièrement, il y a eu une modification du code qui prend en compte, qui évoque les cas de torture.
Mais il faut le dire que c'est seulement pour être en harmonie avec le statut de l'homme portant création de la Cour pénale internationale. Donc c'était pour être en harmonie qu'il y a eu cette dernière révision. Cette dernière révision a évoqué les cas de torture, mais sans toutefois entrer dans une définition explicite de la torture. Avec la guerre que la Côte d'Ivoire connaît, il y a eu beaucoup de cas de torture. Le rapport de la Commission nationale d'enquête le dit si bien. Qu'est-ce qui est fait pour rendre justice et réparer la victime de torture? La vérité, rien n'est fait. Rien n'est fait. Parce que nous, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, nous savons qu'il y a mis sur pied la CDDR. Après la CDDR, il y a eu la CONARIV et le PNCS, je ne sais pas qui est venu avant l'autre. Mais c'était des structures qui sont venues pour, en principe, soulager les victimes. Et nous avons eu l'occasion de rencontrer la CDDR et de leur poser la question de savoir combien de cas de torture ils ont pu relever. La question qui nous a été donnée, c'est qu'eux, ils n'ont pas fait de distinction entre torture et mauvais traitement, mais ils ont regroupé tout le monde sur le vocable de violation des droits humains. C'est un travail qui a été fait. Je pense que là aussi, nous, organisation de la société civile, nous interpellons le gouvernement pour que ces rapports-là soient mis à la disposition de la société civile, parce qu'on a certes le rapport de la Commission nationale d'enquête sur lequel on s'appuie aujourd'hui, pour donner des chiffres. On pourrait aussi, pour enrichir cela, s'appuyer sur le rapport de la CDDR qui a été remis officiellement et celui de la CONARIV. On sait que le chef de l'État, lors de la dernière action de la CONARIV qui était de transmettre le rapport, il a donné instruction que ces rapports soient vulgarisés, diffusés, mis à la disposition de la population. Nous, on n'a pas encore reçu. Donc, je pense que c'est après ce travail qu'il va y avoir une liste d'indemnisation. Et si on nous dit qu'ils n'ont pas fait de distinction entre actes de torture, donc on ne sait pas ce qui sera fait. Mais bon, on sait qu'il y a le PNCS, les images qu'on voit à la télé qui sillonnent la Côte d'Ivoire pour essayer de soulager la population. Mais est-ce que ce sont des victimes de torture? On ne saurait le savoir. Ce que moi je voudrais ajouter partie de ce qu'il a dit, mais pour dire aussi qu'au début, il n'y avait pas, les victimes de la torture n'étaient pas singulièrement prises en compte, mais lors d'un récent séminaire auquel l'ACAT avait participé, il y avait eu des recommandations dans ce sens-là, et ces recommandations-là avaient été bien perçues par le PNCS et par la CONARIV. Dit qu'ils allaient prendre cela en compte et essayer d'indemniser les victimes de la torture. Maintenant, ce qui nous inquiète à nous, c'est de savoir sur quelle base on va relever ces victimes-là, sur quoi ils vont se baser, sur quoi ces structures-là vont se baser pour dire que ce sont effectivement des victimes de la torture, parce que nous voyons qu'à part l'article 1 de la Convention contre la torture, dans notre ordonnancement juridique interne, on n'en parle pas. Donc c'est un peu la seule inquiétude, parce que quand on parle d'une victime de guerre, quelqu'un qui a été blessé, quelqu'un qui a été mutilé, on le sait. Mais des personnes qui ont subi des violences, on peut les retrouver, mais on sait que les violences aussi peuvent être à la fois physiques et peuvent être mentales. Comment essayer de prouver ces violences mentales-là? C'est une difficulté. Est-ce qu'il va falloir qu'on va pouvoir trouver des psychologues et tout ça? Parce qu'on a l'inquiétude de certaines ONG dans la table de savoir est-ce que ce ne sont pas des personnes qui auront seulement été victimes de torture, de violences physiques, partant de douleurs physiques, de violences physiques, qui seront indemnisées, et les douleurs au niveau mental que certaines personnes ont reçues. Il y a des personnes qui ont été violentées, il y a des personnes qui ont été gardées au secret, qui ont tout perdu, qui aujourd'hui ont perdu l'esprit. Mais comment on peut prouver cela matériellement? Donc ça fait qu'il y a tout un tas de mesures à prendre pour qu'on puisse arriver vraiment à une indemnisation qui sera au-dessus de tout soupçon, sans remettre en cause toutefois le rapport de la Commission nationale d'enquête. Est-ce que c'est la mauvaise foi des dirigeants? Parce que jusqu'à peu de contraire, on parle de torture, on en parle, les États-Unis en parlent, je veux dire, tout le monde en parle, mais aucune solution concrète. C'est dur. La pratique de la torture ne date pas d'aujourd'hui. Voilà,
pratique est une pratique très ancienne et qui évolue. Donc je pense que l'action même de lutter contre la torture de Biafra aujourd'hui, ce sont des églises qui ont pris conscience de la question, qui ont mis le travail en avant pour qu'aujourd'hui on arrive par exemple à un texte qu'on appelle Convention contre la torture et le mauvais traitement. Je pense que c'est le travail de tous, le travail acharné de tous qui peut nous amener à l'abolition absolue peut-être de la torture, de la pratique de la torture. Un jour. Oui, moi je pourrais aller dans le même sens que je peux dire que les droits de l'homme, en matière de droits de l'homme, nous tendons vers une perfection, sans pour autant y arriver forcément. C'est-à-dire qu'en matière de torture, à chaque fois, on essaie de faire un petit pas, on essaie de faire chaque fois un peu plus. Mais je me dis, tant qu'on aura des agents étatiques, parce que tous les États existeront, je pense dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, les États existeront, il y aura toujours des douleurs ou souffrances aiguës, physiques ou mentales, qui seront intentionnelles dans le but d'avoir des aveux, de punir ou d'intimider. Et puis, il faut remarquer que tant que ces personnes-là existeront, on aura, je me dis qu'on aura des actes de torture, mais ce que les organisations de défense des droits de l'homme essaient de faire, c'est qu'on arrive à un maximum de protection des droits de l'homme. Parlant de torture, c'est qu'on parlait de tous les droits sociaux, économiques et culturels, les droits civils et politiques. On ne peut pas arriver à un niveau tolérance zéro parlant des droits de l'homme, un niveau de perfection. C'est comme l'humanité, nous tendons toujours un peu plus vers un état de perfection. Donc c'est ce que nous essayons de faire tout en tendant au maximum à 95%, 99%, voire 99,99% de l'évolution de cas de torture. Vraiment, je veux dire que nous tendons vers. Justement, parlant de tendant vers, quelles sont vos propositions pour l'abolition de la torture? Vos propositions? Les propositions sont nombreuses. On dit par exemple, c'est vrai que, comme tout à l'heure dans votre exposé d'entrée, vous aviez indiqué que même l'État de Côte d'Ivoire, dans sa constitution, à travers l'article 3, a interdit la torture. Nous sommes également État partie à la Convention contre la torture. C'est déjà une action. Et aujourd'hui, ce qu'on demande comme proposition, comme première proposition, c'est que l'État puisse faire un autre effort, celui de ratifier un autre texte qui est le protocole facultatif contre la torture, pour amener, comme l'a dit, le temps vers l'éradication de la torture. Ça, c'est une première proposition, mais une proposition forte que nous faisons à l'État de Côte d'Ivoire. Outre la proposition que vient de proposer mon frère du MIDH, on peut demander, on en a parlé tout à l'heure, il en a même parlé, réviser le code pénal et le code de procédure pénale à l'effet de définir, de criminaliser et de prohiber la torture, les autres peines, traitements cruels, humains et dégradants. Il faut aussi sanctionner toutes les personnes coupables d'actes de torture. Il va sans dire que quand on va criminaliser cela, il y aura des peines qui seront prévues pour sanctionner ces personnes-là. Il faut aussi que la Côte d'Ivoire fasse sa déclaration au titre de l'article 22 de la Convention de lutte contre la torture, afin de permettre à chaque citoyen de présenter une plainte individuelle sous forme de communication devant le cadre, c'est-à-dire le comité contre la torture. Il faut aussi qu'on puisse rétablir les victimes dans leurs droits en prenant spécifiquement en charge les victimes de torture parmi les victimes de guerre. J'ai dit tout à l'heure que ça allait être difficile, mais il faut que la CONU arrive, le PNCS puisse arriver à trouver le plus grand canevas possible pour l'indemnisation de ces victimes-là. Il faut aussi que la Côte d'Ivoire présente son premier rapport devant le comité contre la torture, afin qu'on puisse analyser la situation de la torture en Côte d'Ivoire pour qu'éventuellement il puisse y avoir des recommandations pour que la communauté internationale puisse essayer de veiller à ce que la Côte d'Ivoire puisse appliquer le maximum de recommandations dans ce domaine. Je voudrais juste ajouter, comme je l'ai dit tantôt, on a pu rencontrer la Caraïbe et on souhaiterait également faire l'État une recommandation qui est celle d'essayer d'établir une loi
sur la situation de la victime. Donc, au regard de cette loi, on peut savoir que telle personne est victime et ça va, cette loi va nous donner des détails, par exemple, telle personne est victime de torture, par exemple, et voici les réparations qu'il doit avec. Et si on peut le faire dans la célérité avec un décret d'application, je pense que cela va sur l'arrivée des victimes de guerre en général et des victimes de torture en particulier. Puis on aimerait aussi dire, c'est-à-dire qu'avec certaines ONG comme le MIDH qui luttent pour la prévention de la torture, sous nos autorités, la création d'un mécanisme national de prévention de la torture. Dans le comité contre la torture qui est un mécanisme international, mais si on a un mécanisme en interne, il peut y avoir une prévention en amont plutôt, avant qu'on arrive en aval devant le comité contre la torture. Je voudrais savoir quels sont vos rapports avec le ministère des droits de l'homme chargé des libertés publiques. Quels sont vos rapports? Bon, je peux dire que nos rapports sont bons enfants parce que la ministre même était de la société civile. Nous avions de bons rapports, nous rencontrions souvent dans les séminaires et organisations. Aujourd'hui, le ministère des droits de l'homme n'a pu venir compte tenu du calendrier chargé. Parce que nous avions appelé le ministère, nous avions eu des retours, mais le ministère était en même temps le four et moulin. Donc il faut dire que c'est pour cela et cette activité devait obligatoirement se tenir. Le MIDH et l'ACAT ont décidé pour cette fois, comme le ministère n'est pas disponible, de pouvoir tenir cette activité-là parce que la date du 26 juin, la journée internationale de soutien aux victimes de la torture nous tient à cœur parce que nous travaillons dans toutes deux organisations dans le même domaine, mais c'est sûr que le ministère nous accompagnera dans d'autres activités. Justement, parlons de la date du 26 juin, qui est dans 2 jours. Et quelles sont les actions que vous allez mener à cette date? Bon, comme nous le faisons aujourd'hui, nous avons décidé avec le MIDH de travailler de concert pour cette journée-là. La première action, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire de parler des victimes de la torture, de parler de la torture afin que l'une n'en ignore en Côte d'Ivoire ici et que ce soit un problème qui soit pris au sérieux et par les autorités et par nos forces de défense et de sécurité et par la population elle-même. Il faut dire que nous allons sûrement au sortir d'ici parce que nous en avons parlé avant de venir à cette table, produire une déclaration commune ce jour-là. Déjà, ce sont 2 actions que nous allons mener. Pour cette journée-là, je pense que c'est peu, mais en même temps beaucoup, avec le peu de moyens que nous avons. Alors, monsieur, nous tenons vers la fin de cette émission. Quels sont vos mots de fin? Comme mot de fin, peut-être c'est pour revenir encore sur les recommandations fortes faites à l'État, qui est de définir et de criminaliser la torture, c'est de ratifier le protocole facultatif, qui est de faire la déclaration préalable au titre de l'article 22 de la Convention, qui est de présenter enfin un rapport initial devant le comité contre la torture. On sait qu'en 2017, ça sera certainement fait. On souhaiterait qu'à l'avenir, ce soit une initiative propre de l'État de Côte d'Ivoire et non qu'elle soit insufflée, par exemple, par des forces extérieures. C'est ce que nous, on peut dire comme le faire. Oui, en fonction de... Déjà, il a donné les premières recommandations, c'est ce que nous recommandons à l'État, mais j'aimerais dire aussi que l'État devait faire la déclaration au titre de l'article 22 de la Convention pour qu'un Ivoirien, un citoyen puisse déposer une plainte dans le comité contre la torture, mais surtout qu'on puisse intégrer la torture comme module de formation. La Convention contre la torture, les différents actes de torture comme module de formation dans le curricula de formation des forces de défense et des forces de sécurité. Et il faudrait aussi que l'État pense à mettre en place un mécanisme national de prévention de la torture, aussi surtout au PNCS et à la CONARIV dont le mandat expire ou expire bientôt, afin que les victimes de la torture puissent être prises en charge, comme toutes les autres victimes de la crise post-électorale.